Bonsoir, jeunes gens de la terminale, vous allez bien? Donc, ici, Monsieur Diouf. Donc, la dernière fois, on avait déjà parlé maintenant des synapses, d'accord? Donc, toujours dans ce truchement de mieux appréhender la leçon. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler des mouvements involontaires. Ça marche que là. Donc, comme d'habitude, nous allons d'emblée faire un résumé de la leçon. Maintenant, avant de passer maintenant donc, aux exercices. Très bien. Donc, je mets ici résumé. Donc, résumé. Maintenant, en classe de troisième, hein, vous aviez déjà parlé du système nerveux, d'accord? Et même en classe de terminale. On avait parlé donc quand on avait parlé du système nerveux, nous avions dit que c'était le système qui gérait en réalité donc la fonctionnalité des autres, des autres parties de l'organisme, si je peux ainsi le dire. Ça permet donc la coordination, les mouvements, d'accord, parce que sans système nerveux, donc les mouvements ne peuvent pas se faire. Maintenant, toujours quand on va parler maintenant de ces mouvements, d'accord, on va se rendre compte qu'on a maintenant deux types de mouvements. Vous avez ce qu'on appelle donc des mouvements donc volontaires, c'est-à-dire des mouvements qui dépendent de votre volonté, un mouvement volontaire, mais également des mouvements qui ne dépendent pas de votre volonté, qu'on appelle des mouvements involontaires. C'est bon. Par exemple, aujourd'hui, si le prof de SVT parle en classe et que vous avez une question, vous pouvez lever la main et lui poser la question. Donc là, c'est le mouvement de votre main, cela dépend de votre volonté. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un vous appelle, vous avez la possibilité de tourner votre tête et de regarder la personne. Donc là également, c'est des mouvements qui dépendent de vous. Quand je parle maintenant des mouvements involontaires, par exemple aujourd'hui, si quelqu'un s'approche d'un mouvement brusque au niveau de vos yeux, vous allez vous rendre compte que vous faites ça de manière involontaire, c'est-à-dire les paupières de vos yeux se ferment. C'est bon, là. Mis à part cela également, si vous touchez quelque chose de chaud, automatiquement vous retirez votre main, d'accord? Donc cela signifie donc là également qu'il s'agit de réflexes. D'accord. Mis à part cela également, aujourd'hui, quand on vous chatouille la plante de vos pieds, vous allez vous rendre compte que également vous allez les retirer. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de votre volonté. Maintenant, tout ce qui est indépendant de notre volonté maintenant, c'est ça qu'on appelle maintenant mouvement involontaire. Nous, on va maintenant s'appesantir par rapport à ces mouvements involontaires. Ça marche que là. Donc, ce que je viens de dire, je vais les résumer en disant tout simplement que toute réaction, donc toute action maintenant, donc qui est provoquée par une excitation, d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle donc un réflexe ou bien un mouvement involontaire. Et ces réflexes, maintenant, ont des caractéristiques. Parce que quand vous regardez les réflexes, ce sont des choses qui sont prévisibles. Aujourd'hui, si vous approchez de manière brusque votre main aux yeux d'une personne, la personne va fermer ses paupières. Donc là, on dira que donc, parmi les caractéristiques d'un mouvement involontaire, vous avez donc l'action qui est prévisible, qui est inévitable. Boy, jege sa loxo donc ci bët, donc indéniablement dafay tëju. Donc là, c'est inévitable et c'est automatique. D'accord? Donc, on dira ça d'abord. Donc, je mets ici. Donc, toutes ces réactions, donc, toutes ces réactions, donc toutes ces réactions provoquées, provoquées par une excitation, toutes ces réactions provoquées par une excitation, d'accord, prévisibles, donc sont prévisibles, donc prévisibles, sont prévisibles. Et non, mis à part le fait que cela soit prévisible également, ils sont inévitables, ils sont inévitables, mais également sont automatiques, d'accord? Donc, automatique. Donc, quand on parle de moment involontaire, voilà de quoi il s'agit. C'est bon. Maintenant, mis à part cela également, vous avez étudié donc là, donc le mouvement réflexe chez une grenouille. C'est bon jusque-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre déjà quand on parle de grenouille spinale, d'accord? C'est la même chose que grenouille décérébrée. C'est souvent dans les exercices. Donc, ce terme revient souvent. Donc, grenouille spinale, grenouille décérébrée. Grenouille décérébrée. Voilà. Maintenant, quand on parle de grenouille spinale ou décérébrée, c'est une grenouille dont on a enlevé, une grenouille dont on a enlevé, je mets ça ici, grenouille dont on a enlevé le cerveau. Donc, comme on a enlevé le cerveau, il ne reste que la moelle épinière, moo tax ñu ne grenouille spinale. Comme on a enlevé le cerveau, moo tax ñu ne décérébré. D'accord? C'est une grenouille dont on a enlevé le cerveau. Maintenant, on s'est rendu compte que ces mouvements involontaires, pour qu'ils puissent exister, d'accord, on a pris une expérience, on a pris une grenouille qu'on a enlevé le cerveau. C'est la raison pour laquelle donc, la grenouille, elle est nommée grenouille décérébrée. Donc, cela signifie qu'il ne reste qu'un seul centre nerveux, d'accord, et c'est la moelle épinière. Maintenant, on va se rendre compte que donc, si vous prenez la patte de cette grenouille et que vous l'introduisiez maintenant dans des solutions de concentration croissante,
la réponse obtenue au niveau de l'animal maintenant va augmenter en fonction de la concentration. Donc, plus la concentration elle augmente, plus également donc les réponses au niveau de l'animal également augmentent. D'accord? Maintenant, c'est ça que vous avez nommé la loi de Flügger. C'est bon, maintenant, avant cela, on dira tout simplement d'emblée, pour qu'un réflexe puisse exister, jeunes gens de la terminale, il nous faut des éléments. D'accord? Donc là, on met à ces risques les éléments. Donc, les éléments qui interviennent dans un réflexe. Donc, les éléments intervenant dans un réflexe. D'accord? Maintenant, parmi les éléments intervenant dans un réflexe, tey bu fekkee dama la mbaj, c'est parce que da ngaa mën a yëg mbaj bi. Donc, yëg-yëg boobu noonu, c'est parce que vous avez une peau et la peau possède ce qu'on appelle des terminaisons nerveuses sensorielles. D'accord? Aujourd'hui également, si vous prenez du citron ou bien du mad, d'accord, ça va sénégalais, c'est que vous posez au niveau de votre langue, vous avez la capacité de ressentir la saveur. Pourquoi? Parce que la langue a ce qu'on appelle des récepteurs. Et ces récepteurs sont nommés les papilles gustatives. D'accord? Donc, cela signifie que donc, réflexe pour mon pour qu'il y ait réflexe, il va falloir d'emblée qu'il y ait ce qu'on appelle un récepteur sensoriel. Donc là, je mets, d'abord, vous avez ce qu'on appelle un récepteur sensoriel. Donc, un récepteur sensoriel, ça permet à ce que le message puisse naître au niveau des organes de sens, donc récepteur sensoriel. Donc là, je dirais, il capte directement, il capte. Donc, il capte l'excitation. Donc, il capte l'excitation et la transforme en influx sensitif. Et la transforme en influx sensitif. Et c'est normal parce que les excitations, donc vous allez avoir donc un excitant mécanique, d'accord, maintenant qui va être une excitation mécanique maintenant qui va être transformée maintenant en influx nerveux électrique, d'accord? Donc, moi, fini, il y a donc influx nerveux sensitif. Influx nerveux sensitif, d'accord? Maintenant, mis à part le fait également, jeunes gens, maintenant, mis à part le fait également d'avoir un récepteur sensoriel, indéniablement, vous avez également la présence de conducteurs sensitifs. Donc là, je mets, vous avez également un conducteur sensitif, un conducteur sensitif, c'est bon. Maintenant, quand on parle de conducteur sensitif, on dira que donc c'est lui donc qui conduit l'influx nerveux, qui conduit l'influx nerveux, donc finalement, donc qui conduit l'influx nerveux vers vers le centre nerveux, donc vers le centre nerveux. Mais non, donc comme on a parlé du centre nerveux, donc centre nerveux également fait intervenir sur réflexe bi. Donc c'est la raison pour laquelle ici je mets centre nerveux, d'accord? Donc centre nerveux, pourquoi? Parce que moom mooy analyser. Donc centre nerveux bi moo tax ñu mën a analyser maintenant donc information bi. C'est la raison pour laquelle donc maintenant le centre nerveux, dans la mesure il s'agit de réflexe, donc c'est bien évidemment donc le centre nerveux, c'est bien évidemment donc la moelle épinière. Donc là, je dirais donc qui décode l'influx nerveux, donc qui décode l'influx nerveux. Maintenant, mis à part cela également, vous avez un conducteur moteur. C'est bon? Parce que après donc le centre est intégré l'information. Maintenant, cette information va se rendre compte, maintenant, sera relayée maintenant par ce qu'on appelle donc les nerfs moteurs vers l'effecteur. Moo tax dañuy am conducteur moteur. Un conducteur moteur. D'accord? Donc, il conduit, bien évidemment. Donc, il conduit. Donc, il conduit l'influx nerveux. Il conduit l'influx nerveux du centre nerveux vers l'effecteur. Nerveux vers l'effecteur. Et finalement, vous avez donc les effecteurs. Et quand on parle d'effecteur maintenant, donc ce qui produit la réponse, c'est-à-dire le réflexe, donc qui produit la réponse. Maintenant, je peux donner un exemple, hein. Donc, aujourd'hui, on va se rendre compte, par exemple, donc, si vous faites chatouiller
la plante du pied, vous allez avoir ici. Donc là, je mets pied, d'accord. Maintenant, au niveau de ce pied, maintenant, on a fait un stimulus, mon chatouillement, bi. D'accord, je mets entre parenthèses chatouillement, stimulus entre parenthèses chatouillement. Maintenant, beau chatouiller, donc il y aura un influx nerveux maintenant qui va naître au niveau donc des récepteurs. Maintenant, cet influx nerveux maintenant va être véhiculé maintenant vers le centre ici qui est la moelle épinière, parce qu'on est dans le réflexe. Il n'y a pas d'intervention du cerveau, donc bonnet cerveau, dès que ça devient plus un réflexe, ça devient plus un mouvement volontaire. Donc, les influx vont passer à travers donc les conducteurs sans hippodème maintenant qui centre bi. Maintenant, également, ils vont quitter le centre maintenant pour aller au niveau des effecteurs. Maintenant, effecteur bi, moom mooy que muscle du pied. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le muscle du pied qui permet la rétraction, même de ce pied, donc muscle du pied, qui permet la rétraction. Il permet la réponse et la réponse est la rétraction. C'est la rétraction. D'accord? On termine moom mooy conduire un flux nerveux moteur. Donc là, c'est l'effecteur. Donc, ouais. Donc, pour que réflexe puisse s'avalier, donc jeune gens de la terminale, on retient cette chose, c'est-à-dire on va se rendre compte d'emblée que dafay am benn récepteur. Là, vous allez avoir un conducteur sensitif, donc je mets ici, je le mets ici. Donc là, c'est conducteur sensitif. Voilà. Et là, maintenant, vous avez ce qu'on appelle conducteur moteur. Conducteur moteur. Donc, finalement, on retrouve nos éléments. Donc là, vous avez donc l'élément, je mets ça en bleu. Donc là, vous avez le premier élément qui s'agit donc des récepteurs. C'est bon jusque-là. Maintenant, deuxième élément bimonékini, donc Momo Yobu, donc on parlera maintenant de conducteur sensitif. Donc 3, on parlera maintenant de centre nerveux. Maintenant 4, bien évidemment, on parlera de conducteur moteur. Et finalement 5, on parlera maintenant de l'effecteur. Donc Momo nek effecteur, bi, Momo nek pied bi. Donc effecteur. Voilà. Maintenant, à partir de ça, donc là, on a bien évidemment cité, jeunes gens, donc les différents éléments qui interviennent dans un réflexe. Il est important également de parler à partir de ça, de ce qu'on appelle l'arc de réflexe. Maintenant, Bouné arc, vous avez fait ça en classe de troisième, c'est le chemin suivi par l'influx nerveux. Donc l'influx nerveux donc, naît au niveau des récepteurs, d'accord, passe bien évidemment au niveau des centres. Maintenant, avant maintenant donc de se, j'ai donc voilà, donc de terminer, donc voilà, d'aboutir maintenant au niveau des effecteurs. Donc on dira tout simplement, donc la définition d'un arc réflexe, donc arc réflexe, d'abord. Donc, c'est le chemin suivi par l'influx. Donc, c'est le trajet. Donc, je mets ça ici. Trajet. Donc, trajet. Donc, suivi par l'influx nerveux. Trajet suivi par l'influx nerveux. Donc, trajet suivi par l'influx nerveux. Par l'influx nerveux. Voilà. Depuis les récepteurs sensoriels. Depuis le récepteur sensoriel jusqu'à l'effecteur. Donc, bu ñuy arc de réflexe rek moom mooy trajet bi nga xam ne moom la influx nerveux bi fi ligne trait jaare ci conducteur bi dem ci centre bi wàccaat maintenant ci conducteur bi maintenant doog a dem ci effecteur bi. moo tax ñu ne depuis le récepteur sensoriel jusqu'à l'effecteur, jusqu'à l'organe effecteur. Jusqu'à l'organe effecteur, c'est bon. Maintenant, mis à part cela également, donc toujours dans cette leçon, vous allez également faire les expériences de Bell et Magendie, mais également les expériences de Waller. Maintenant, donc, Waller, si vous vous souvenez bien, donc là, je redessine maintenant la moelle épinière, d'accord? D'accord, donc là, je redessine ça, c'est pour expliquer. Pourquoi? Parce que comme on a dit que donc, la moelle épinière, mon n'est que ben centre, donc il est important maintenant que l'on puisse comprendre. Donc là, je mets ça comme ça, donc avec les racines. Je pense que là, vous n'avez pas oublié. Quand on a fait ça, il y a boule, donc il ne faut pas oublier. Et là, vous avez le ganglion. D'accord? Voilà. Voilà. Même chose, hein? Donc là également, vous avez donc les racines. Voilà. Voilà. Mhm. Voilà. Donc là, je redessine donc la substance grise, bien évidemment. Là également, avec le canal de l'épendyle. C'est bon. Donc ici, on va se rendre compte que
Expérience, je mets ça ici. Donc, les interprétations des travaux. Donc, je mets ça en rouge. Donc, interprétation des travaux. Des travaux de Waller et de Belé-Mangende. Maintenant, je mets d'abord les travaux de Waller. Donc, travaux de Waller. Travaux de Waller. Maintenant, Waller, en réalité, on va se rendre compte ce qu'il a essayé de faire. Quand on a fait maintenant des expériences de section, d'accord, on s'est rendu compte que si vous sectionnez, donc il y a des fibres en réalité qui ont le corps cellulaire ici, d'accord. Et maintenant, ceux qui passent maintenant au niveau de la racine ventrale, bien évidemment, ont leur corps cellulaire au niveau de la substance grise, plus précisément au niveau de la partie antérieure. Donc, ils nous ont montré en réalité que les fibres qui passent au niveau de la racine dorsale, d'accord, ont leur corps cellulaire se trouvant dans le ganglion. Et également, donc, les fibres qui passent au niveau de la racine ventrale ont leur corps cellulaire au niveau donc, de la substance grise. Donc, Valère, il cherche à comprendre là où se situe, là où se localise, là où se trouvent bien évidemment les corps cellulaires. C'est ce qui passe au niveau donc, de la racine dorsale. Leur corps cellulaire se trouve au niveau du ganglion. C'est ce qui passe au niveau de la racine ventrale. Leur corps cellulaire se trouve au niveau de la substance grise. D'accord. Donc, on met ça, donc toujours. Donc, les expériences de Valère nous ont permis donc, des travaux. Donc, je mets ça ici. Nous ont permis de savoir donc, nous ont permis bien évidemment de savoir que les corps, que les corps cellulaires, que les corps cellulaires, des fibres, la racine, des fibres de la racine ventrale, des fibres de la racine ventrale sont localisées dans la substance grise, sont localisées dans la substance grise, excusez-moi, dans la substance grise, alors que ceux se trouvant des fibres de la racine dorsale, ñoom ñoo nekk ci ganglion bi, alors que ceux de la fibre, ceux des fibres de la racine dorsale, de la racine ventrale, sont localisés, donc sont localisés dans le ganglion spinal. Donc là, j'ai la racine voilà, dorsale, j'ai dit, parce qu'en haut, j'ai mis ventral, dans le ganglion spinal. Donc, voici en résumé ce que les travaux de Waller nous ont permis de montrer. Donc, ça montre la localisation des corps cellulaires. Donc, je mets ça ici, localisation des corps cellulaires. Waller, corps cellulaire. Donc, des corps cellulaires. Corps cellulaire. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes gens, maintenant, donc, les travaux de Bell et Magendie, c'est pour montrer que ben bi dafa sensitif, ben bi dafa moteur. Donc, je mets ça ici. Donc, travaux de Bell et Magendie. Donc, vous mettez ça directement. Les travaux de Bell et Magendie nous ont montré, donc les travaux de Bell et Magendie, bien évidemment, nous ont montré que l'influx nerveux sensitif, c'est-à-dire qui amène l'information vers le centre, ñoom ñooy aw par racine dorsale, l'influx nerveux sensitif pénètre dans la moelle épinière par la racine dorsale
D'accord? Donc, toutes les fibres qui passent par la racine dorsale, ñoom ñooy indi information bi donc ci centre bi. C'est la raison pour laquelle on dit que la racine dorsale, elle est sensitive. D'accord? Maintenant, toutes les fibres passent au niveau de la racine ventrale, moo nekk racine bi ni nekk ci suuf. D'accord? On va se rendre compte que moom dafay yóbbu donc dafay motrice. D'accord? C'est-à-dire moom moo ko yóbbu donc ci effecteurs yi. C'est bon. Donc là, sensitive. Maintenant là, motrice. Donc je mets ça en bas. Donc pénétrant par la racine dorsale, c'est bon. Pénètre par la racine dorsale. Alors que l'influx nerveux moteur, bien évidemment, quitte la moelle épinière, quitte la moelle épinière en passant par la racine ventrale. La racine ventrale. Donc, les lois là, les travaux là, jeunes gens, vous devez donc les connaître. Maintenant, autre chose également que vous devez comprendre, c'est toujours par rapport aux lois de Flöger, c'est bon jusque-là. Et donc, on va se rendre compte que plus la concentration, comme je l'ai dit, va augmenter, donc plus également vous allez avoir des réactions qui vont se faire. La réponse sera beaucoup plus généralisée. Donc, plus la concentration elle est grande, plus également donc les réponses que la grenouille donne également elle est généralisée. Donc, l'intitulé donc loi de Flöger. C'est bon jusque-là. Et donc, je mets ici, je mets ça ici. Donc, je mets loi de Flöger. Donc, loi de Flöger. Donc, faut pas oublier ça. Donc, vous faites qu'un nerf là, on parle de la loi de recrutement. Maintenant, quand il s'agit maintenant donc du fait que les réponses sont de plus en plus amplifiées, d'accord, on parle de la loi de Flöger. C'est bon jusque-là. Donc, je mets ici loi de Flöger. Donc, on écrit Plouffougler. Donc, j'ai P, c'est P, de réécrit, donc c'est PF, LU, trément, GER. D'accord? Donc, plus la concentration augmente, plus la réponse obtenue est faible et complexe. La réponse obtenue est complexe. Voilà. Donc, lié mon loi de Flöger. Voilà. Maintenant, donc voici donc ce que vous devez comprendre. Maintenant, peut-être mettre l'accent sur les caractères, des réflexes innés et des réflexes également. Donc, voilà. Maintenant, d'emblée, quand on vous demande ça, on peut vous demander quelles sont les caractéristiques des réflexes innés. D'accord? Donc, ça que j'avais dit tout à l'heure. Donc, il fallait dire maintenant que quand on parle de réflexe inné, donc ça, c'est automatique, c'est prévisible, c'est stéréotypé. Donc, vous stéréotypé, c'est-à-dire ça se manifeste de la même manière chez les individus de même espèce. C'est bon? Et les spécifiques, donc je mets ça, donc là, je mets les caractères au cas où on vous demande. Et souvent, c'est demandé dans les sujets, dans les devoirs, et également à l'examen. Donc, on peut vous demander quels sont les caractères des réflexes innés. Donc, quand on dit caractères des réflexes innés, donc on dira qu'ils sont automatiques. Donc, vous automatique, 2 points. Donc, la réponse, elle est immédiate, ça signifie donc réponse immédiate. Donc, souvent, les élèves me demandent, voilà, monsieur, quand on dit automatique, qu'est-ce que ça signifie? Donc, là, j'en profite pour le mettre. Maintenant, mis à part cela également en classe, vous allez parler de la prévisibilité, c'est-à-dire le fait que l'effet prévisible, donc, ça soit prévisible. Donc, là, ça signifie qu'on connaît d'avance la réponse. On sait que si on approche de manière brusque votre main de votre œil, indéniablement, indiscutablement, vous allez fermer les paupières. Donc, on connaît d'avance la réponse. Donc, c'est ça qu'on appelle prévisible. On connaît d'avance la réponse. On connaît d'avance la réponse. Voilà. Maintenant, mis à part cela également, vous mettez stéréotypé. Donc, vous stéréotypé, c'est parce que elle se manifeste toujours de la même manière. D'accord? Donc, stéréotypé, toujours de la même manière. Donc, je mets ça, se manifeste toujours de la même manière. Amul dara lu ci changer. Donc, toujours
de la même manière. Bon. Et finalement, on met spécifique. Pas finalement, je veux dire spécifique d'abord. Maintenant, bonnier spécifique. Donc, ça se déroule de la même manière, ou bien c'est propre, la réponse est propre à tous les individus donc, de la même espèce. D'accord? Donc, j'ai dit tous les individus de la même espèce donc, ont la même réaction. Donc, propre. Donc, réponse propre à tous les individus de la même espèce. À tous les individus de la même espèce. Maintenant, inéluctable, donc tu ne peux pas l'éviter, donc on met ça, donc au cas où on pose ça, donc la réponse est inéluctable. Donc comme c'est inéluctable, donc cela c'est donc la réponse est inévitable, d'accord? Et finalement, coordonnées, donc ça fait intervenir plusieurs muscles. Donc ligne, moment, caractère. Maintenant, on peut vous demander également, on peut classer les réflexes en fonction de déposition, d'accord? Et là, on le verra au niveau des exercices. On peut dire donc les réflexes peuvent être extéroceptifs, madame. Dans ce cas-là, on verra que les récepteurs donc, sont au niveau de la périphérie de l'organisme, d'accord? Maintenant, amener réflexion, maintenant, donc les récepteurs sont à l'intérieur de l'organisme. Dans ce cas-là, on parlera maintenant de réflexe interoceptif. Maintenant, en fonction également de centre nerveux bu interpellé. Si c'est l'encéphale, dans ce cas-là, on dira que le réflexe est encéphalique. Maintenant, si c'est la moelle épinière, on dira que le réflexe est médulaire. Donc, je mets ici tout simplement. Maintenant, après, on va faire ça au niveau des exercices. Donc, diversification. Diversification des réflexes. Donc là, j'écris pour que ceux qui n'en sont pas venus après, que vous puissiez bien appréhender la leçon, d'accord? Donc, en fonction des positions du récepteur, position des récepteurs, bien du récepteur, je peux dire, fonction du récepteur, on distingue ce qu'on appelle donc réflexe extéroceptif et également réflexe interoceptif. Et même interoceptif, on verra que am na yi nga xam ne day nekk ci muscle yi, d'accord? On parlera de proprioceptif, am yi nga xam ne dafay nekk ci viscères yi. Donc, quand on parle des VD, ce sont les intestins. Là, on parle de viscéroceptif, d'accord? Donc, je peux le mettre, hein? Donc, je mets ici. Donc, proprioceptif, mooy yi nga xam ne dañuy nekk ci muscle yi, d'accord? Et donc là, je mets entre parenthèses, donc le récepteur se trouve au niveau des muscles, d'accord? Maintenant, le récepteur se trouve au niveau des viscères, on parle de viscéroceptif, au niveau des viscères. Maintenant, chose étant dite, maintenant, on peut dire en fonction également donc du centre nerveux. Donc, le centre nerveux. On va se rendre compte que on peut avoir un réflexe encéphalique. Dans ce cas-là, donc, on dira que soit centre nerveux, soit cerveau, le cervelet ou le bulbe rachidien, parce qu'on avait dit que ce sont les éléments de l'encéphale. D'accord? Et maintenant, si le réflexe est médulaire, d'accord, on parlera également de réflexe, de la moelle épinière, pardon, on parlera maintenant de réflexe médulaire. Voilà. Maintenant, au niveau des exercices, on parlera maintenant des réflexes kinériens ou également des réflexes pavloviens. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va essayer de faire des exercices directement pour que vous puissiez avoir une même mise par rapport à ce que je venais de dire. D'accord? Donc, n'hésitez pas, après consultation maintenant du fichier, voilà, donc de me revenir si vous avez des questions là-dessus par rapport à ça. Donc, maintenant, on va mettre exercice. Donc, je vais aller au niveau de la partie exercice. On va maintenant essayer de lire. C'est bon. Voilà. Maintenant, jeunes gens de la terminale, on nous dit ici, à partir d'une solution mère d'acide acétique. Donc, l'acide acétique, voilà. Donc, on a préparé plusieurs solutions d'acide acétique de concentration croissante. Maintenant, ces solutions, ont servi à la réalisation des expériences suivantes. Une grenouille spinale. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué, quand on parle de grenouille spinale, moi, on n'est que même chose à grenouille décérébrée. Donc, cela signifie bien évidemment qu'on a enlevé le cerveau. Donc, une grenouille spinale est suspendue à une potence par sa mâchoire inférieure.
On trempe l'extrémité de sa patte postérieure droite dans un récipient contenant donc des solutions de plus en plus concentrées, d'accord, d'acide acétique. Donc, les résultats obtenus ont été consignés dans le tableau suivant. Donc, si la concentration est divisée 100 fois, on va se rendre compte que du am ben effet. C'est bon, cela. Si la concentration est divisée à 50 fois, donc on se rend compte également du am effet. Donc, on pourrait dire que ces intensités sont infraliminaires, c'est-à-dire atteindre seuil bi nga xam ne moom mooy permettre potentiel d'action. Parce que potentiel d'action bi moom mooy induire à ce que réponse mën a am. D'accord, donc on qualifiera maintenant donc que ces concentrations sont infraliminaires. Donc, d'accord. Parce que tant que ça n'atteint pas le seuil, on ne peut pas obtenir de réponse. Donc, infraliminaire. D'accord. Donc, bon, donc la réponse est obtenue à partir de C divisé par 10. Donc, on dira que c'est ces 10 qui constituent ce qu'on appelle l'aréobase, c'est-à-dire, moment ils permettent à partir de, c'est l'intensité à partir de laquelle maintenant on obtient une réponse. D'accord. Maintenant, on se constate également que si elle est divisée par 5, voilà, donc dans la contraction de la patte postérieure droite. Donc là, on avait juste l'orteil. Maintenant, on a maintenant toute la patte. C'est bon que là. Si on augmente encore la concentration, on va se rendre compte que maintenant, du ben patte cassé, mais plutôt les deux pattes postérieures. Si on augmente encore la concentration, disons ça maintenant par 2, on a maintenant la contraction des quatre pattes. Vous voyez? Donc, plus maintenant, si on laisse ça comme ça, c'est-à-dire si on ne dilue pas, on va se rendre compte que on a tous les muscles de la grenouille maintenant qui se contractent. Donc, on va se rendre compte, jeunes gens, qu'à partir de l'aérobase, plus on augmente la concentration, on a également une réponse qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus amplifiée, qui augmente, d'accord? C'est la raison pour laquelle d'emblée, on nous a demandé d'abord de faire analyse, on va en parler. Maintenant, bon, on va trois premières, donc, quelle loi nous montre les trois premières expériences? Ça nous montre la loi CI. Pourquoi? Parce que les deux premiers, on n'avait pas atteint l'arrêt basse. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'effet. C'est bon que là. Dans la mesure maintenant, on a atteint l'arrêt basse, c'est la raison pour laquelle on a un effet. Donc, l'immonèque loi CI, cela signifie quoi? Tant que l'intensité aérobasique, tant que le seuil n'est pas atteint, si vous faites une stimulation, vous n'avez aucune réponse. Si le seuil maintenant est atteint, donc cela induit maintenant à avoir une réponse. Quelle loi vous montre les 5 dernières expériences? L'IMOM, ça nous montre maintenant ce qu'on appelle la loi de Flöger. Donc cela signifie quoi? À des concentrations croissantes, vous allez avoir maintenant donc une réponse de plus en plus complexe, sans que on l'a expliqué. Et maintenant, après, on va schématiser donc le schéma de l'influx. Donc, on met d'emblée correction. D'accord? Donc, on met correction. Donc, correction. Exercice 1. Donc, faisons une analyse concise et coordonnée des résultats. Donc, faisons une analyse concise et coordonnée des résultats de l'ensemble de ces expériences. Bien, donc comme analyse, on l'a dit tout à l'heure, nous constatons que pour les concentrations C100, C50, il n'y a pas de réponse observée. À partir de C10, on a on a un effet, donc on a la contraction de l'orteil, ce qui signifie que donc C10, c'est la base. Mais en plus la concentration augmente, plus la réponse devient de plus en plus complexe, ce qui met en évidence la loi de Flöger. D'accord? Donc, on met ça ici. C'est bien. Donc, directement, donc, vous mettez. Donc, on dira, nous constatons directement, nous constatons. Donc, nous constatons qu'en trempant, nous constatons qu'en trempant la patte postérieure en trempant la patte postérieure de la grenouille spinale, de la grenouille spinale, dans des solutions d'acide acétique, dans des solutions d'acide acétique, de concentration C100 et C sur de concentration C sur 100 et C sur 50, on n'a pas d'effet. Donc, ouais, il n'y a pas de réponse. Il
Il n'y a pas de réponse. Donc, je rappelle que quand on parle d'analyser, c'est de dire ce que l'on voit. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est bon? Mais pour des concentrations allant de C10 à C, donc on dira que l'amplitude de la réponse augmente. Donc, l'amplitude de la réponse augmente, bien évidemment, avec la concentration. Donc, analyser, c'est dire ce que l'on voit. Donc, l'ILAGIS, c'est ça que j'ai vu. Donc, c'est ça que je dis avec la concentration. Maintenant, 2, finalement, on met 2. Pas finalement, donc 2. Je pourrais dire intermédiairement. Donc, quelle loi vous montre les trois premières expériences? Donc, je dirais tout simplement que les trois premières expériences me montrent ce qu'on appelle la loi CI. Pourquoi? Parce que si on n'atteint pas du seuil, il n'y a pas de réponse. Si on atteint le seuil, il y a réponse. Donc, le motto de la loi CI, d'accord? Donc, on dira maintenant tout simplement les trois expériences, jeunes gens de la terminale. Donc, les trois premières expériences. Donc, les trois premières expériences nous montrent, nous montrent, et là, je l'écris peut-être avec, voilà, du verbe peut-être. Donc, la loi CI. La loi du CI. La loi du CI. Dans la mesure, donc là, j'explique maintenant, dans la mesure où Niene, c'est infraliminaire, dans la mesure, les concentrations, dans la mesure où les concentrations, c'est sur 100 et c'est sur 50, sont donc inférieures au CI, il n'y a pas de réponse. Au CI, maintenant je précise le CI, au CI entre parenthèses, c'est sur 10. C'est sur 10. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Maintenant, 4, quelle loi monte les 5 premières? Donc, plus on augmente la concentration, plus les réponses deviennent de plus en plus complexes. Donc là, ça met en évidence la loi, non pas de recrutement, parce qu'actuellement, on parle de réponse, c'est la loi de Flöger. D'accord? Donc, je mets ici petit 3. Donc, petit 3. Maintenant, si c'était les nerfs, il y a une loi de recrutement. D'accord? Donc, je dirais les 5 dernières expériences, les 5 dernières expériences nous montrent les lois de Flöger. Les lois de Flöger. Hein? Maintenant, qui s'explique? Donc là, je vais expliquer. Donc, qui s'explique par le fait qu'il y a des neurones interconnectés. D'accord? Donc, il s'explique par un recrutement progressif, bien évidemment. Progressif parce que plus concentration médiocre, plus ça augmente. Un recrutement progressif des neurones d'association, c'est-à-dire des interneurones. Donc, des neurones d'association. Des neurones d'association. Des neurones d'association. Et ensuite, des neurones moteurs. Une densité de l'excitation.
Voilà. Maintenant, 4. On nous dit maintenant de schématiser le trajet de l'influx nerveux interprétant l'expérience 5. On y va. Donc, je vais diminuer c'était un peu de ligne, voilà. Donc, je mets une petite carte. Schématisons. Maintenant, on a dit l'expérience 5. Il faut faire attention, hein. L'expérience 5, la nuit. Donc, je dis ça, voilà. Donc, j'encadre ça. L'expérience 5. D'ailleurs, même, je souligne ça encore. Voilà. Juste l'expérience 5. Mhm. Donc, je mets ça ici. Donc, schématisons le trajet de l'influx nerveux interprétant l'expérience 5. Voilà. Maintenant, allons-y. Maintenant, déjà, comme on l'a dit, donc, quand on parle de réflexe, s'il s'agit donc, comme son réveil, donc, ils interpellent comme son nerveux la moelle épinière. Maintenant, on va dessiner d'emblée la moelle épinière, d'accord? Donc, quand on fait ça, on avait dessiné la moelle épinière tout à l'heure. Et également, quand nous avons fait la leçon portant sur la moelle épinière, d'accord? Donc, on va dessiner d'emblée la moelle épinière, mon moyen Voilà. Donc là, c'est la racine dorsale. Donc, je dessine également ici, même chose, hein. Donc là, également, vous avez la racine dorsale, voilà. Moelle épinière, c'est bon. Et là, jeunes gens, vous avez ce qu'on appelle la substance grise, voilà, avec le canal de l'épondyle. Maintenant, donc, bien évidemment, donc, fii mooy nekk der bi. Donc là, je mets la peau. Pourquoi? Parce que c'est la peau qui nous a permis, bien évidemment, de pouvoir transformer le stimulus mécanique ou bien en stimulus électrique. Donc là, je mets la peau avec donc, voilà, le derme, l'épiderme, ainsi de suite. Mhm. Et maintenant, là, je mets un muscle. D'accord? Voilà. Donc là, je mets le muscle là. C'est bon? Et là également, je mets un autre muscle là. Voilà. Parce que quand on regarde la 5, on a dit contraction des deux pattes postérieures. Donc, moi, je fais première patte postérieure droite, deuxième patte postérieure. Bon, je vais mettre ça comme ça, hein. Donc, comme l'autre. Même chose, hein, voilà. Donc, bien, patte postérieure. Voilà. Maintenant, quand on a fait la stimulation, je vais mettre ça comme ça. Donc là, c'est l'excitation. Donc là, c'est la peau. À partir de la peau, vous avez eu ce qu'on appelle donc les influx, les fibres sensitives. Et qui, je rappelle tout à l'heure, on avait dit que donc, qui ont leur corps cellulaire au niveau donc, du ganglion. D'accord? Maintenant, ils vont émettre également des synapses. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, je prends ce qu'on appelle les neurones de relais. Voilà. Même chose, hein, je dessine également un autre neurone de relais qui va venir jusque-là. Faire comme ça, très bien. Mhm. Et maintenant, là, je vais prendre les fibres motrices. Moom mooy dem fii ci muscle bi. Kii tamit am na fibre motrice, bien évidemment. Moom mooy ñëw fii ci muscle bi. Maintenant, cela signifie que si on fait la stimulation, vous allez avoir maintenant l'influx nerveux sensitif qui va être véhiculé, bien évidemment, par les fibres sensitives. C'est bon jusque-là. Mais ñoom bu ñëwee ba fii nii, donc da koy relayer. D'accord? Après, la moelle épinière, bien évidemment, va intégrer l'information et également va donner une réponse. Maintenant, cette réponse maintenant va emprunter les fibres motrices. Maintenant, en l'empruntant, moom mooy aw maintenant ci fibre motrice yi. Maintenant, pour dem ci effecteurs yi, qui sont ici les muscles.
Donc, c'est parce que vous avez des neurones interconnectés, c'est ça qui permet à ce que les deux pattes postérieures qui sont là puissent réagir, puissent transmettre l'information. C'est bon. Donc là, je mets muscle de la patte excitée, de la patte excitée. Voilà. Maintenant, là, je mets muscle de la patte symétrique. Muscle de la patte symétrique. C'est bon. Et maintenant, après chaque dessin, il faut mettre le titre. Voilà. Maintenant, après chaque dessin, il faut mettre le titre. D'accord. J'arrive pas à le fixer. Donc, on met le titre. Donc, on met titre, trajet de l'influx. Donc, la, dans l'expérience 5. Dans l'expérience 5. Voilà. Donc, c'était ça, hein. Donc, c'est ça qu'on appelle maintenant, c'est ça qu'on nous avait demandé de faire. Donc, maintenant, jeunes gens, maintenant, on enchaîne avec l'exercice 2. OK? So, we say that le poisson fish, donc le poisson-chat, ou poisson électrique, Malapterus electricus, donc là, c'est le nom de genre et là, c'est le nom d'espèce, d'accord? Vous allez faire ça, vous avez fait ça, bon, en classe de sixième normalement, avec la nomenclature binomiale. Donc, pour connaître, et même en seconde, vous avez fait ce qu'on appelle donc la nomenclature. Aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir un nom reconnu par tous les scientifiques, aussi bien du Japon, de la Chine, de l'Angleterre, du Sénégal, on a inventé ce qu'on appelle les noms scientifiques, d'accord? Donc, les noms scientifiques toujours mettent en évidence deux éléments, le nom de genre, toujours écrit en majuscule. Donc, ça commence, la lettre commence par une lettre majuscule, je veux dire. Et maintenant, donc, le nom d'espèce, maintenant, qui est toujours écrit en minuscule. Maintenant, on nous dit que ce poisson-chat, maintenant, possède des barbillons électriques. Ouais, donc c'est ça qu'on nous a montré au niveau du document 1. Donc, les barbillons sont là, grâce auxquels il détecte ses proies. Donc, si vous regardez bien, donc si c'est grâce à ces barbillons que le poisson-chat détecte ce qu'il mange, donc on dira que ces barbillons font office de récepteur. Ici, je mets récepteur. Donc, ñoom ñooy nekk récepteurs yi. Ça marche que là. Donc, bu ñu amee récepteur, donc finalement, après, il faut que mu am également le ko yóbbu ci centre yi. Donc, on continue. Voilà, on nous dit les attaques et les manches. Donc, sur ces flancs se trouvent deux plaques électriques lui permettant d'envoyer des décharges électriques à ses ennemis avant de s'enfuir en reculant. Le document 1 indique la morphologie du poisson et le document 2 la structure de son système nerveux. Donc, si vous regardez bien, donc vous avez donc le barbillon qui est là, donc mon que récepteur. Donc, vous avez certainement donc le nerf qui permet à ce que ce barbillon qui constitue donc les récepteurs pour qu'il puisse être lié bien évidemment donc voilà aux éléments nerveux, en deux termes au cerveau, mais également donc au cervelet, d'accord? Et bien évidemment, vous avez la moelle épinière parce que moelle épinière bu amul, donc moom du mën a def mouvement. Pourquoi? Parce que c'est la moelle épinière maintenant qui coordonne en réalité l'activité des muscles. Donc, c'est ce qui permet aux nageoires de pouvoir se déplacer. En deux termes, permettre à ce que le poisson puisse nager, soit pour attaquer ou bien pour s'enfuir. D'accord? Maintenant, on nous dit ici, si on détruit des hémisphères cérébraux du poisson-chat, donc vous nous détruire les hémisphères cérébraux, donc cela signifie que forcément, on ne peut plus avoir de mouvement volontaire. Parce que rappelez-vous, pour que le mouvement volontaire puisse avoir lieu, indéniablement, indiscutablement, vous avez besoin de l'appoint, c'est-à-dire donc voilà, donc, comment le dirais-je moi, donc, vous avez besoin de l'intervention du cerveau. Donc, il semble indifférent au proie qui l'entoure et reste immobile. Donc, si vous enlevez le cerveau, on va se rendre compte qu'il reste immobile, c'est normal parce qu'il n'a plus de mouvement volontaire. Maintenant, quand on pique, alors un de ces barbillons, il effectue un mouvement de recul sans envoyer la décharge. Donc, ouais. Donc, il n'a pas de cerveau. Vous touchez ces barbillons, il fait recul. Donc, cela signifie que donc là, il s'agit d'un mouvement qui n'est pas commandé par le cerveau, mais plutôt par voilà, donc le cervelet, ou bien donc la moelle épinière. Donc, on dirait que là, il s'agit d'un mouvement réflexe, d'accord? Pourquoi? Parce que ça ne fait pas intervenir la volonté. Donc, voilà. Donc, comment qualifie-t-on ce type de mouvement? Donc, il s'agit d'un réflexe. Pourquoi? Parce que donc le poisson-chat
n'a plus son cerveau. Et donc, si le mouvement s'effectue maintenant sans cerveau, donc là, il s'agit d'un réflexe. Après, on va répondre. Maintenant, on réalise des expériences avec trois poissons chats décérébrés, A, B et C. Le poisson A, on a plongé ces barbions dans les terres. Donc, normalement, si on plonge les barbions dans les terres, même si vous faites toucher au poisson donc, de la levain ou bien que vous touchez même ces barbions, le poisson ne va rien faire. C'est normal parce que les récepteurs ont été inhibés. C'est bon, là. On le dit. Voilà, donc les récepteurs ont été inhibés. Si vous sectionnez également le nerf de barbillon, on n'a aucune réponse. Le poisson toujours reste immobile, même si vous touchez les barbillons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de quelque chose qui conduit l'influx vers les centres nerveux. D'accord? Si on détruit le cervelet, finalement, on va se rendre compte que même si on pince, d'où réagir. C'est ça qu'on a dit. Aucun des animaux ABC ne réagit quand on pince les barbillons. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, donc, forcément, donc, que les barbillons sont office de récepteurs. C'est bon, cela. C'est la raison pour laquelle, si vous pincez après avoir mis de l'éther, donc il n'y a aucune réponse. Donc pourquoi? Parce que mon est récepteur, oui. Quand vous sectionnez le nerf, c'est normal parce que le nerf des barbillons, donc c'est ça qui conduit l'influx nerveux du centre B. Et le centre, bien évidemment, c'est le cervelet parce que quand on détruit le cervelet, on va se rendre compte dans ce cas-là que le barbillon n'émet aucune réponse. C'est bon. Donc voici les conclusions qu'on peut dire. Donc là, ça fait office de récepteur. Donc je mets ça en attendant. Donc là, c'est le récepteur. Et maintenant, le nerf permet de pouvoir conduire. Donc on dira que c'est un conducteur de l'influx nerveux, du message nerveux. Et finalement, on dira que le cervelet, c'est le centre nerveux. D'accord? Voilà. Maintenant, mis à part cela également, jeune gens de la terminale, on nous dit schématiser le trajet suivi par l'influx nerveux pendant la réaction du poisson-chat décérébré suite à l'excitation de ses barbions. Donc, après, on nous demande tout simplement de dessiner l'arc réflexe, d'accord? Pour lequel barbillon bi moom mooy nekk récepteur bi ñu def nerf barbillon bi moom mooy nekk donc conducteur sensoriel bi ñu def cervelet bi moom mooy nekk donc centre nerveux bi et maintenant ñu demaat ci beneen nerf bi mooy nerf barbillon toujours donc c'est un nerf mixte pourquoi parce que am na sensitif am na moteur et maintenant on va aller au niveau de la moelle épinière pourquoi parce que moom mooy coordonner muscle bi nga xam ne moom mooy coordonner nageoire bi ça qui est responsable maintenant du déplacement donc tout ce que là je suis en train d'expliquer les après on va mettre ça au propre. Après, on dit donner les différentes qualifications possibles de ce comportement. Maintenant, quand on parle de qualification, on s'attend en réalité à ce que l'élève puisse donner, déjà, c'est un réflexe encéphalique. Déjà, on va parler de la position des récepteurs. C'est un réflexe extéroceptif ou interoceptif. Bon, les barbillon bi ci biti lañ nekk, d'accord? Donc, nekkul loo xam ne c'est à l'intérieur du poisson-chat. C'est la raison pour laquelle on parlera de réflexe extéroceptif. Pourquoi? Parce que les barbillons sont situés à l'extérieur du corps. Deuxième chose également, ñu wax ndax centre bi, c'est-à-dire on va qualifier le réflexe en fonction du centre nerveux. En d'autres termes, on va dire est-ce que c'est un réflexe encéphalique ou bien c'est un réflexe voilà, de la moelle épinière. Comme vous l'avez vu, ça fait intervenir le cervelet. Donc le cervelet faisant partie de l'encéphale, on dira dans ce cas-là que c'est un réflexe encéphalique. Mais d'une fois, on dirait également que c'est un réflexe médulaire. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir la moelle épinière. Sans la moelle épinière, les muscles ne vont pas fonctionner. Donc, moi, c'est un réflexe non seulement encéphalique, mais également c'est un réflexe, comment le dirais-je, médulaire. C'est bon. Hum, Maintenant, mis à part cela également, voilà, maintenant, après, nous sommes grand 2. Donc, on va essayer de répondre d'abord à toutes les questions liées au grand 1, d'accord? Nous devons maintenant chez grand 2. Donc, je mets exercice 2 ici. Exercice 2. Voilà. Et là, on nous dit comment qualifie-t-on ce mouvement de recul? Donc, je l'ai dit. Donc, petit 1. Ce mouvement de recul, ce mouvement de recul est un acte réflexe. Est un acte réflexe. Donc, je souligne ça. C'est bon. Maintenant, pourquoi? Car il s'effectue sans l'intervention du cerveau. Donc, il s'effectue sans le cerveau. Maintenant, petit 2. On lui dit, quelle conclusion peut-on tirer dans chaque expérience? Donc, comme on l'a donné, donc là, je l'écris. Donc là, je mets petit 2. Donc, comme je l'ai dit, on peut conclure que les barbillons sont les récepteurs. Donc, on peut conclure que les barbillons constituent le récepteur, virgule, que les nerfs du barbillon
Donc, représente les conducteurs. C'est bon. Et que le cervelet et le centre nerveux. Et le centre nerveux. Voilà. Et maintenant, tous ces éléments sont indispensables à la réalisation de ces réflexes. La réalisation de ces réflexes. Maintenant, on nous dit maintenant finalement, jeunes gens, quelle conclusion on a répondu à ça. D'accord, c'était la question 2A. 2B, on schématise, d'accord? Donc, on met schématisation, d'accord? Donc, 2A, 2B, schématisation. Donc, schématisons le trajet suivi par l'influx nerveux. Donc, schématisons le trajet suivi par l'influx nerveux. Donc, moi, je vais mettre d'abord le stimulus, d'accord? Au moins que décharge électrique B, d'accord? Donc, décharge au pincement, d'accord? Maintenant, on l'a fait dans quoi? C'est le barbillon moment tiré. D'accord? Donc, le barbillon qui est ici le récepteur. Donc, là, j'indique. Donc, mais je peux ne pas écrire récepteur, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en parenthèse. Maintenant, vous avez donc le koyobu ci cervelet bi. Parce qu'on a un cervelet bi moom mooy centre bi. Donc là, je mets cervelet entre parenthèses centre nerveux. D'accord. Maintenant, après cela, on va se rendre compte maintenant que dafay dem maintenant ci moelle épinière bi. Pourquoi? Parce que moom mooy gérer muscle yi. Donc, moelle épinière. Là, vous avez muscle des nageoires. Et là, maintenant, vous avez mouvement de recul. Donc, c'est le battement des nageoires qui est induit à ce que donc, il y ait mouvement de recul. Et donc là, vous mettez titre, schéma de l'arc réflexe. Schéma de l'arc réflexe. Voilà. Mais non. Donc là, on a répondu à ça. Donc, les monnaies schéma qu'on nous a demandé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on demande les qualifications là. Et là, on va parler maintenant, est-ce que c'est un réflexe encéphalique? Est-ce que c'est en position là? Donc, ça qu'on demande. Donc, je mets ici de C. De C. Donnons les différentes qualifications, bien évidemment. Donnons les différentes qualifications possibles de ce comportement. Voilà. Donnons les différentes qualifications possibles de ce comportement. Maintenant, comme vous regardez bien, on avait dit que MOM, euh, il s'agit d'un réflexe d'abord cérébelleux. Pourquoi? Parce que centre bi, moom mu nekk cervelet bi. Comme cervelet bi, ça fait partie maintenant de l'encéphale, on dirait que également c'est un réflexe encéphalique, d'accord? Donc je mets ici, il s'agit d'un réflexe, il s'agit d'un réflexe à la ligne tirée, cérébelleux d'abord. Cérébelleux. Maintenant, pourquoi? Parce que le centre nerveux étant le cervelet. Par le centre nerveux, par le centre nerveux, par le centre nerveux étant le cervelet. Voilà. Maintenant, c'est un réflexe également encéphalique. Maintenant, pourquoi? Car le cervelet est un élément de l'encéphale. C'est un élément de l'encéphale. Mais de l'autre, parce que là, on a parlé maintenant. Donc, si vous regardez bien, donc là, il s'agit des centres nerveux. Mais on va parler également en fonction maintenant des positions. Maintenant, jeunes gens de la terminale, quand vous regardez bien, si vous remarquez bien, on s'est rendu compte que le barbillon qui fait office de récepteur se trouve en réalité au niveau de l'extérieur de l'organisme. Donc, on dirait que c'est un réflexe également extéroceptif. D'accord?
Maintenant, si le barbillon maintenant se trouvait à l'intérieur, au lieu de parler maintenant de réflexe extéroceptif, on parlera maintenant de réflexe interoceptif. Et dans ce cas, da ngay xool si le récepteur se trouve au niveau des muscles, donc da ngay ne réflexe interoceptif proprioceptif. Maintenant, si le réflexe maintenant, ce fait que le récepteur maintenant se trouve au niveau des viscères. Maintenant, quand on parle des viscères, moom ngeen di jënd, hein, donc quand vous allez au niveau d'un, je sais pas moi, des foroxaaya, et que vous dites jaay ma laxas, donc quand laxas, quand vous regardez bien, c'est un des intestins qu'on a pris, voilà, une partie de l'estomac. Donc là, c'est tout ce qui est fait référence au réflexe. D'accord? Donc, on va parler maintenant en fonction des récepteurs, jeunes gens de la terminale. Donc là, on va mettre réflexe extéroceptif. Donc, comme je l'ai dit, quand on parle de réflexe extéroceptif, c'est parce que la position des récepteurs est externe. D'accord? Donc là, je mets entre parenthèses le récepteur. Donc, entre parenthèses le récepteur qui est le barbillon. Donc, le récepteur qui est le barbillon est un organe périphérique. Donc, c'est un organe périphérique. Voilà. Donc, c'était ça pour la première partie, jeunes gens. Donc, je récapitule. Ici, au niveau de l'exercice, il était question donc que vous sachiez que quand on dit qu'on a détruit le cerveau, en d'autres termes, notre animal devient spinal, même chose également que décérébré. Si l'animal effectue un mouvement après excitation, il s'agit d'un mouvement involontaire, moom des réflexes. C'est la raison pour laquelle quand on pince le barbillon, le poisson-chat va reculer, nonobstant malgré qu'on a détruit donc le cerveau. Donc là, c'est un mouvement involontaire. On a parlé de réflexe. Maintenant, boulot le on a pu également dire les différents éléments. Et là, on a fait ça tout à l'heure quand je faisais le résumé. Les différents éléments intervenant dans un réflexe. On a parlé de récepteurs, mais ça passait également, on a parlé des nerfs. Pourquoi? Parce que ce sont les nerfs qui sont les conducteurs sensoriels et également motrices. C'est bon. Et on a parlé également du système nerveux, du centre nerveux, autant pour moi, et des effecteurs. Maintenant, ici, bu ñu defee éther ci barbillon bi, donc les récepteurs ne fonctionnant pas, dans ce cas, parce qu'il n'y a pas naissance d'un flux nerveux, on a considéré les barbillons comme étant les récepteurs. Quand on coupe également donc les nerfs des barbillons, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de conduction du message nerveux. C'est ce qui induit à dire en réalité que les nerfs des barbillons sont les conducteurs. Ça marche que là. Ça passe également, je dis, quand on détruit le cervelet, dans la mesure où il n'y a plus de réponse, quand le cervelet est deug moom moo nekk donc centre nerveux bi. Ça marche que là. Après ça également, on a eu à schématiser l'influx. Donc, on a fait ça quand j'ai fait le résumé. Je vous ai parlé d'arc réflexe. Et quand on parle d'arc réflexe, c'est le trajet suivi par l'influx du récepteur à l'effecteur. C'est ça que j'ai mis en évidence. J'ai donné également les différentes qualifications, moments et caractéristiques directes, d'accord? Réflexe bi, comme cervelet bi moom moo nekk centre nerveux bi, donc on dira que c'est un réflexe d'emblée cérébral, dans la mesure où le cervelet fait partie de l'encéphale. C'est la raison pour laquelle j'ai dit également que c'était un réflexe encéphalique. Mais à part cela également, je me suis basé sur la position des récepteurs. Barbillon bi moom moo nekk récepteur bi, et les récepteurs maintenant sont périphériques, ce qui induit à dire, ce qui entraîne à dire que c'est un réflexe exoréceptif. Ça marche que là. Maintenant, on va au niveau de la deuxième partie. On nous dit ici, jeunes gens, donc on étudie le comportement cette fois-ci de deux poissons-chats, donc D et E. Maintenant, face à deux situations, on nous dit première situation, on leur présente un alevin, chacun l'attaque et le mange. Donc ça, c'est la réaction normale. Les poissons-chats mangent l'alevin. Donc si vous présentez donc l'alevin, dañ koy lekk. Ça mange plus là. Donc là, c'est une réaction naturelle. Maintenant, on nous dit cette fois-ci, regardez, deuxième situation, on nous dit, on présente le vin cette fois-ci accompagné d'un cercle blanc. C'est bon, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez, donc je vais dessiner ici, donc je descends, voilà, voilà. Vous avez le vin qui est là, là, donc supposons ça c'est le vin. Je dessine de n'importe quoi, hein, c'est juste que vous pouvez de comprendre. Donc voilà. Et maintenant, au niveau de sa tête, on met un cercle blanc. Donc si le poisson vient, donc le poisson, je vais représenter ça comme ça. Voilà, donc là, c'est la bouche du poisson. Voilà. Donc, si le poisson vient pour manger le levain, automatiquement, s'il touche le cercle blanc, donc il envoie une décharge électrique. C'est ça, ça dit ici. Ouais. Un poisson accompagné d'un cercle blanc, dès que le poisson touche le levain, il reçoit la décharge électrique. Ouais. Donc, automatiquement, beaucoup là, ça l'envoie une décharge électrique.
Et maintenant, on vous dit, on procède ainsi chaque jour pendant 15 jours. D'accord? À deux sortes d'expériences, en comptant trois épreuves espacées d'une heure de temps. C'est-à-dire, la première épreuve, d'accord, pour le premier jour, on fait ça trois fois. C'est-à-dire, on va prendre le poisson-chat avec la levain, bien sûr, où la tête est recouverte par le dispositif en blanc. Ñu def première fois ñu xool, ñu def deuxième fois ñu xool, ñu def troisième fois ñu xool. Dem deuxième jour, on fait la même chose. On présente le poisson-chat avec la levain, avec le dispositif, avec sa tête. On fait première fois, deuxième fois, troisième fois. Maintenant, dans chaque expérience, maintenant, on va regarder le nombre de fois que, que le poisson-chat attaque la levain. Si à la première, mu attaque ko ñu ne benn, si à la deuxième attaque ñu ne ñaar, si à la troisième attaque mu ne ñett. C'est bon jusque-là. Maintenant, regardez bien. Donc là, c'est le nombre de jours. Donc là, c'est le poisson D. Et là, maintenant, là, c'est le poisson E. On va faire l'exploitation de ce tableau ensemble. Donc là, on nous dit nombre de fois où le poisson-chat attaque sur les trois épreuves où la levain est présentée seule. Donc, quand on dit la levain est présentée seule, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de dispositif blanc qui permet d'envoyer de la décharge au poisson-chat lors de l'approche de la levain. Ça marche que là. Donc, premier jour. Donc, si trois épreuves yëpp, on s'est rendu compte que attaqué na ko ñetti yoon. Deuxième jour, si trois épreuves yëpp, on va se rendre compte que attaqué na ko ñetti yoon. Ce troisième jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a juste attaqué une seule fois. Donc, peut-être il n'avait pas faim. Ouais. 4, 5, 6, même chose également. Juste attaqué deux fois. Donc, peut-être il n'avait pas faim, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, du 7e au 15e jour, on va se rendre compte que sur le nombre de fois que vous l'avez présenté, la levain, qui est le nombre de 3, lui également, il a attaqué et mangé 3 fois. C'est bon, celui-là. Maintenant, regardez cette fois-ci. Si on met la levain également avec le dispositif qui permet d'envoyer la décharge. Premier jour, comme Hamoko, donc l'umutamous, donc ce qu'il a l'habitude de voir, c'est quand le levain est là, donc il bouffe. Cependant, il va regarder la levain, comme la levain donc a le dispositif, il va l'attaquer 3 fois. Le deuxième jour, il attaque également 3 fois. Mais n'oubliez pas, en attaquant, ça envoie la décharge électrique. Le troisième jour, il commence à comprendre. Il se dit que donc 10, beaucoup attaqué, maintenant, il commence à masse. Donc, il diminue. Donc, sur les 3 fois qu'on l'a présenté, il n'a attaqué que 2 fois. Le quatrième jour, là, le quoi. Ouais, il s'est dit que hey, la dernière fois, je me suis rendu compte que quand je l'ai attaqué, il y a une décharge électrique que j'ai sentie. Donc là, je vais pas m'approcher. Donc c'est la raison pour laquelle, ouais, on l'a présenté 3 fois le levain, il n'a fait aucune attaque. Le cinquième jour, on va se rendre compte que il s'était rappelé de ça, mais il a dit, attends, je vais essayer. M'a tenté sur les 3, on l'a présenté le levain. Quand même, il a attaqué. D'accord? Donc il a attaqué donc une seule fois. Le sixième jour, il n'a pas attaqué. Le septième jour, il n'a pas attaqué. Du huitième au 15e jour, beaucoup présenté à le 20 avec dispositif, donc attaqué. Donc, cela signifie donc que là, c'est un comportement en réalité maintenant qu'il a acquis. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup de dans les masses, je pense que les masses, donc, sorry, c'est la raison pour laquelle donc, il a appris à fuir le levain, à ne pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que ce qu'il sent, après l'attaque, moi, je commence à daw. Et maintenant, ligne, on va se rendre compte que le réflexe là, mais ce n'est pas un réflexe inné, parce que inné, moi, là, moi, le réflexe inné, c'est quoi? C'est de voir un levain et de l'attaquer. Maintenant, ce réflexe, il l'a acquis, c'est la raison pour laquelle on parle de réflexe conditionnel. C'est bon, jusque là. Pourquoi? Parce que c'est à travers des conditions, voilà, donc si je mets les qui nous ont permis de pouvoir avoir ce type d'expérience. D'accord. Même chose également avec le E. Donc, si le levain est placé seul, mon tamit devrait attaquer, voilà, donc le nombre de fois qu'il veut. Cependant, regardez bien, si on met maintenant le levain, donc au début, il devrait attaquer, mais plus on va vers le temps, on va se rendre compte qu'après, finalement, donc attaquer. Mais si vous regardez bien, le temps d'apprentissage du poisson D est plus court que le temps d'apprentissage du poisson E. Parce que fini juste au bout de 8 jours, mon équilibre, donc je vais mettre ça en jaune, voilà, je vais l'encadrer. Si vous regardez bien, au bout de 8 jours, le poisson D n'attaque plus. Donc, ouais. Et jeunes gens, si vous prenez donc le poisson E, c'est au bout du 12e jour. Donc, en bas, donc au bout du 12e jour, mon lait attaqué. Donc, on dira que le temps d'apprentissage de D est plus court que le temps d'apprentissage de E. Donc, l'IREC de Léon n'est que comportement involontaire, c'est-à-dire les réflexes conditionnels. Donc, ça dépend d'un individu à un autre. Il y a des gens, voilà, donc ils apprennent très rapidement à conduire un vélo. Donc, là, c'est un réflexe conditionnel. Que d'autres. C'est bon. Il y a des gens qui, voilà, donc ont appris à écrire plus rapidement que d'autres.
C'est bon. Donc là également, ce sont des réflexes que vous avez acquis au cours de votre vie, mais chaque individu maintenant va l'acquérir différemment. Donc on va regarder maintenant les questions. Donc là, c'était pour vous permettre de comprendre. On nous dit, comment qualifiez-vous le comportement du poisson D après le septième jour? Et c'est un réflexe maintenant. C'est après le septième jour, on est kiné. Donc après le septième jour, c'est-à-dire au huitième jour, il n'attaque plus. Donc là, c'est un réflexe maintenant conditionnel. Comment expliquez-vous le comportement du poisson D pendant les 7 premiers jours? Donc là, c'était le temps d'apprentissage. Donc, il n'avait pas encore compris que pour attaquer à le vin dans les masses, d'accord? On qualifiera ça maintenant de temps d'apprentissage. Maintenant, temps bini, on dira que c'est le temps de mokkal, d'accord? Maintenant, après, on nous dit combien de temps ce comportement a pris chez le poisson E. Donc, ça a pris 11 jours. Hein? Donc, voyez, donc ça a pris 11 jours. Pourquoi? C'est parce que c'est à partir du 12e jour qu'il n'attaque plus. On nous dit maintenant, faites un schéma récapitulatif du chemin suivi par l'influx nerveux avant et après la mise en place du comportement animal. On verra. C'est bon. À partir des résultats de ces expériences sur le poisson D, définir les différentes phases et le caractère du comportement animal étudié. Quelle est l'importance de ce comportement chez les animaux? Ben, vous l'avez, hein? Si vous avez des chiens chez vous, voilà. Si on a la capacité de pouvoir dresser des chiens, c'est parce que on les a appris à adopter certains comportements. Donc, ces comportements, ils l'ont acquis à travers, par le biais d'un apprentissage, vous voyez. Donc, l'important, c'est de dresser les animaux. Deuxième chose également, quand on parle de l'écriture, c'est un réflexe également que vous avez acquis. Donc là, voilà, donc ça aide à l'éducation. Ouais. Donc tout cela, ce sont voilà, ce sont des points qu'on peut soulever quant à l'importance maintenant qu'on peut avoir au niveau des réflexes. Donc je vais corriger ça. Donc là, c'était des explications. Donc on va mettre au premier maintenant ce que je viens de dire. Donc je mets grand B. Donc grand 2, petit 1. Voilà. Donc on nous dit comment qualifie-t-on? Donc je dis après le septième jour. Donc moi je vais prendre le bleu. J'adore plus le bleu. Après le septième jour. Après le septième jour. Le poisson D n'attaque plus la levain. Le poisson D n'attaque plus la levain que lorsqu'il est présenté seul. Donc, vous le dites. S'il y a donc la bombe, ça va l'envoyer une décharge électrique. Donc, lorsqu'il est présenté seul. Donc, je vais descendre, voilà. Lorsqu'il est présenté seul. Il s'agit d'un comportement qu'il a appris. Donc, d'un réflexe conditionnel. Donc, il s'agit d'un acte réflexe conditionnel. D'un acte réflexe. C'est bon, car ce comportement, bien évidemment, est acquis par apprentissage. Acquis par apprentissage. Maintenant, comment expliquer-vous le comportement du poisson D? Donc, c'est parce que vous n'avez pas appris. D'accord? Donc, pour le poisson D, je mets ça ici, je prends encore le bleu. Pour le poisson grand D, les 7 premiers jours, les 7 premiers jours correspondent à la phase d'apprentissage. À la phase d'apprentissage marquée par le tâtonnement. Marquée par le tâtonnement. Donc, l'animal. Donc, je descends. Confond le stimulus inné. Donc, les diawale. Donc, la levain présenté seul et la levain avec donc, le cercle confond le stimulus inné. Entre parenthèses, la proie au stimulus conditionnel. Donc, cette phase a pris, mais dans la phase d'apprentissage chez le poisson, on avait dit que ça a pris 11 jours. Donc, cette phase d'apprentissage
Bonjour. Pour le poisson. Non, 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 je vais mettre pour le poisson. D'accord, pour ceux qui vont après regarder la vidéo. Voilà. Maintenant, jeunes gens de la terminale, on a terminé pour la première question. Excusez-moi pour la deuxième question. Maintenant, on va maintenant pour la troisième. Bon, je saute une troisième. On a dit faites un schéma récapitulatif du chemin suivi par l'influx nerveux avant. Quand on dit avant, donc là, il s'agit maintenant d'un réflexe inné non conditionnel. Après la mise en place du comportement animal étudié, c'est parce que dans ce cas-là, maintenant, vous avez un réflexe conditionnel. Maintenant, il est important de savoir que les réflexes conditionnels, jeunes gens de la terminale, dañuy woo, c'est-à-dire interpellent des aires au niveau du système nerveux. C'est bon. Donc, je vais mettre dans ça, après je vais expliquer. Donc, je mets, faisons un schéma récapitulatif du comportement animal étudié. Voilà. Maintenant, je vais le mettre d'abord. Bon, comme j'ai besoin d'espace, je vais faire ça. Voilà. Donc là, je mets le barbillon, d'accord, comme on avait mis. Donc, barbillon. Mon est que récepteur B, c'est bon. Maintenant, on va se rendre compte que mon, mon est lié ak air visuel. Pourquoi? Parce que day gis. Parce que gis bu muy gis à l'avant bi moo tax mën ko attaquer. Donc, air, excusez-moi, donc visuel, pas olfactif. Donc, air visuel, c'est bon. Maintenant, air visuel bi nii moom moo nekk en contact ak air de motricité, c'est-à-dire moom moo nekk air bi gérer mouvement yi. Donc, air de motricité, jeunes gens, voilà, c'est bon. Maintenant, aire de motricité bénie, c'est ça qui va agir, c'est-à-dire qui va donner l'information au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière également va relayer l'information, bien évidemment, au niveau des muscles des nageoires. Donc, s'il bouge, ça permet le mouvement, muscle des nageoires. Donc, qui va entraîner un mouvement d'attaque. Donc, l'ini moi, avant la mise en place, bien évidemment, donc du réflexe conditionnel. Mais si le réflexe conditionnel se met en place, donc, je vais ajouter directement. Voilà, donc là, c'est avant la mise en place. Donc, je mets ça en bleu, avant la mise en place. Avant la mise en place. Maintenant, après la mise en place, donc je mets ça ici, en orange. Donc, fini le fait que juste Mogisco. Voilà. Donc, comme gis nga wax. Donc, excuse-moi, donc la barbillon, excuse-moi, donc là c'est air olfactive, voilà. Donc là c'est air olfactive, parce que le barbillon, donc là c'est l'olfaction. Maintenant, œil, maintenant c'est là où maintenant c'est air visuel, voilà. Maintenant, c'est parce qu'il y a des liaisons qui s'établissent en réalité entre l'air olfactive et l'air visuel. Je mets ici une nouvelle liaison. Donc, je mets récepteur du stimulus conditionnel. Du stimulus conditionnel. Voilà. Donc, finalement, donc, c'était ça qu'on nous avait demandé. Maintenant, 4, on dit à partir des résultats des expériences, définir les différentes phases. Donc, phase Bumi, Django, phase Bumokale. Donc, on met ça directement dans le note. Donc, les différentes phases du réflexe. Donc, les différentes phases du réflexe conditionnel. Une phase Bumi, Django. Donc, je mets ça ici, phase d'apprentissage. C'est bon. Et phase d'acquisition. Donc, Django, donc, phase d'apprentissage et phase d'acquisition du comportement conditionnel. Maintenant, donc là, on a répondu. Maintenant, 5. Bon, j'ai oublié ici, on a demandé également de donner, voilà, donc le caractère. Comme je l'avais dit, hein, donc il doit Django en 7 jours, d'accord? Moi, il passe en début. Maintenant, qui doit Django en jours. Donc, là, on dira que le caractère est individuel, d'accord? Les différentes phases. Si c'était ça. Maintenant, le caractère.
Donc, on dira que le réflexe, donc le caractère, on dira que le réflexe conditionnel est individuel. Donc, c'est-à-dire que le poisson D apprend plus vite que le poisson E. En parenthèse, on mettra cette chose seul bon. Donc, ce que je vais expliquer, c'est ça maintenant que je suis en train de mettre sur papier. Justement, pour le poisson D, contre 11 jours pour le poisson E. Voilà. Et maintenant, on va regarder au niveau de la cinquième question, quelle est l'importance de ce comportement? Je l'avais dit, si vous vous souvenez bien. Donc, bien évidemment, ça permet, jeunes gens de la terminale, de l'adressage des animaux. Donc, ça permet d'apprendre, d'accord? Surtout si vous faites du vélo et tout. Donc là, si vous l'avez appris, c'est un réflexe conditionnel que vous avez acquis. Voilà. Donc, on peut mettre ces deux. Donc, l'importance chez les animaux. Ici, on dira permet le dressage des animaux. Donc, l'apprentissage et l'éducation. Voilà. Donc là, c'était l'exercice numéro 2. Bon, pas l'exercice numéro 2, mais autant pour moi, la deuxième partie de l'exercice numéro 2. Donc, ouais. Donc là, on a voulu vous apprendre, jeunes gens, vous faire savoir que vous avez, mis à part cela, mis à part les réflexes innés, vous avez également ce qu'on appelle un réflexe conditionnel. D'accord? Mais le réflexe conditionnel, donc, vous avez toujours un stimulus neutre, d'accord? Et un autre stimulus. Ça marche là. C'est-à-dire donc, le stimulus qui va induire donc au conditionnement. Donc, toujours, si vous l'avez bien vu, donc c'est un réflexe qui est individuel. Pourquoi? Parce que le poisson E et le poisson D n'ont pas donc le même temps d'apprentissage. Et maintenant, si ce temps d'apprentissage maintenant est dépassé, jeunes gens de la terminale, vous avez ce qu'on appelle maintenant la phase d'acquisition. Donc la phase d'acquisition, c'est ça qui explique le pourquoi. Après, si vous présentez bien évidemment donc le poisson avec la levain, donc il y aura rien. Rien. Maintenant, on continue toujours dans cette même dynamique. On part maintenant pour l'exercice 3. Voilà. Donc, c'est le dernier exercice, hein. On nous a donné 35 minutes, mais nous, on va essayer de faire ça en 20 minutes. Voilà. Donc là, je parcours d'abord l'exercice. Wow. OK. On est dit, on se propose de faire une étude du comportement d'un animal. On procède alors à une série d'expériences. On a donné une, deux. On a donné deux séries d'expériences, hein, donc grand A et grand B. Maintenant, on dit grand A, jeunes gens, je dis. Première série d'expériences. Des opérations sont effectuées en trois étapes successives sur les mêmes animaux. Opérations effectuées. Première étape. On a détruit les hémisphères cérébraux et du cervelet. Quand on touche la cornée, on se rend compte que fait un clignement de l'œil. Quand on fait le pincement de la patte, on se rend compte qu'il y a un saut. Donc, cela signifie que donc, les clignements de l'œil, le saut, c'est un centre nerveux, c'est pas géré ni par le cerveau ni par le cervelet. On continue. Maintenant, cette fois-ci, jeunes gens, on détruit le bulbe rachidien. Hein. Quand on touche la cornée, l'œil ne cligne pas. Donc, li mën nañ ne kon bulbe rachidien bi moom mooy gérer clignement de l'œil. Donc, c'est comme si c'est le bulbe rachidien qui sera le centre nerveux du clignement de l'œil. Donc, cela signifie donc c'est-à-dire du réflexe du clignement de l'œil. Maintenant, est-ce que le bulbe rachidien est responsable maintenant donc de celui de la flexion des pattes? Non. Pourquoi? Parce que beau détruire le bulbe rachidien bi ba léegi boo defee pincement bi da ngay am flexion de la patte. Maintenant, quand on détruit cette fois-ci la moelle épinière, non seulement on se rend compte que
le clignement de l'œil disparaît. Mis à part cela également, vous avez également le pincement, c'est-à-dire il n'y a plus de mouvement au niveau des pattes. Donc moelle épinière moom dafay nekk donc pour ñoom ñaar ñëpp, c'est-à-dire bulbe rachidien bi non seulement dafay nekk centre nerveux pour clignement de l'œil, c'est-à-dire le mouvement de l'œil, mais également moelle épinière bi dafay nekk pour moom ak pour flexion des pattes. C'est bon. On continue maintenant, toujours. Donc là, je suis en train d'expliquer hein, de manière générale. Après, on va continuer. On dit, comment qualifiez-vous les différentes réactions de l'animal suite au toucher de la cornée ou au pincement de la patte? Bah, il n'y a plus d'intervention donc du cerveau. Bien évidemment, il s'agit d'un mouvement réflexe. C'est bon? Quels sont les centres responsables de ces différents comportements? C'est ça que je viens d'expliquer en amont. Voilà. Quels sont les différents types de réflexes que l'on peut ici distinguer? Là également, on demande de préciser. Donc là, je vais expliquer. Donc là, je vais écrire comme on n'a pas beaucoup plus de temps. Donc, je vais expliquer en écrivant. D'accord. Donc, exercise 3. OK. One question. Comment qualifiez-vous les différentes réactions de l'animal suite au toucher de la cornée? Donc, on dit. Donc, je mets grand A pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Première série d'expériences. Les différentes réactions de l'animal. Donc, les différentes réactions de l'animal. Donc, les différentes réactions de l'animal. Suite au toucher de la cornée. Suite au toucher de la cornée. Donc, suite au toucher de la cornée. Et au pincement de la patte. Ou au pincement de la patte. Au pincement de la patte. Sont des actes. Donc, je mets ça ici. Donc, sont des actes réflexes. Maintenant, pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que ça ne fait pas intervenir le cerveau. Donc, ces gestes se réalisent sans la participation du cerveau. Se réalisent sans la participation du cerveau. Sans la participation. Sans la participation du cerveau. Voilà. Maintenant, petit 2. Maintenant, petit 2, on nous dit quels sont les centres responsables de ces différents comportements de l'animal. Donc, je mets petit 2 de ces expériences. Donc, de ces expériences, on déduit. On déduit que, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est le bulbe rachidien qui est responsable du clignement de l'œil. Le bulbe rachidien responsable du clignement de l'œil. C'est bon. Car sa destruction car sa destruction, bien sûr, abolit les actes. Car sa destruction abolit, c'est-à-dire élimine, c'est la même chose, les actes réflexes. Maintenant, la moelle épinière, moom moo nekk beneen bi. Donc, la moelle épinière est le centre responsable de la flexion et du clignement de l'œil, car sa destruction abolit ces réflexes. Voilà. Maintenant, mis à part cela également, on nous dit petit 3 jeunes gens. Donc,
Quoi, quels sont les différents types de réflexes qu'on peut distinguer ici? Donc, bu ñu la waxee loolu rek, donc soit on demande donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ndax réflexe bulbaire la, wala encéphalique, wala extéroceptif, wala interoceptif, d'accord? Donc, je mets ici petit 3, les différents types de réflexes que l'on peut distinguer ici. Que l'on peut distinguer. Là, je dirais que réflexe bulbaire. Pourquoi? Parce que am na centre bulbo-rachidien. Donc, réflexe bulbaire, moom moo nekk responsable. Donc, pas. Donc là, bulbaire, c'est le clignement de l'œil. On dirait qu'également qu'on a le réflexe encéphalique. Parce que bulbo-rachidien, vous conviendrez qu'avec moi que ça fait partie de l'encéphale. Donc, réflexe encéphalique. Entre parenthèses. Donc, car le bulbo-rachidien fait partie de l'encéphale. Fait partie de l'encéphale. Maintenant, beneen bi, on dirait qu'également c'est un réflexe médulaire, hein, parce que am na benn bi nga xam ne mooy flexion des pattes bi, d'accord, moom dafay dépendre ci moelle épinière bi, donc là je mets également réflexe médulaire. Entre parenthèses, flexion des pattes, c'est bon? Non. Mis à part cela également, on avait dit que en position des récepteurs, mais donc quand vous regardez bien, si on regarde les récepteurs, on va regarder ndax dafa interoceptif wala dafa extéroceptif. Quand vous dites la cornée, donc cornée moom moo nekk boo xoolee bët bi, donc loolu c'est extéroceptif, d'accord? Quand on pince la peau également, c'est extéroceptif, donc on dira que réflexe extéroceptif. Donc tous ces réflexes sont extéroceptifs. Ça, excusez-moi, donc les récepteurs, c'est-à-dire la cornée ou la peau de la patte, sont des organes périphériques. Après ça, jeunes gens, on part maintenant à grand B. Mais avant que l'on ne parte en grand B, donc là, je résume ce que je viens de dire. Voilà. Donc, ici, si vous vous souvenez bien, on avait dit, donc là, c'était la première partie. On a dit, on a pris un animal, voilà, qu'on a placé dans, qu'on a fait autant pour moi, donc différentes opérations. Donc, la première opération qui consistait à détruire donc les effets cérébraux, mais également le cervelet. Quand on détruit cela, on va se rendre compte qu'on a toujours clignement de l'œil quand on touche la cornée, et également pincement de la patte qui induit à un saut. Donc, c'est là donc ce dont on a détruit n'a aucun impact sur la réalisation de ces mouvements. Donc, cela signifie également donc qu'ils ne constituent pas les centres nerveux. Donc, on va essayer de voir maintenant entre les deux, qu'est-ce qui, donc c'est-à-dire donc ces deux-là qu'on a, qu'est-ce qui constitue donc le centre nerveux. Maintenant, pour cela, on a encore détruit le bulbe rachidien. Quand vous utilisez le bulbe rachidien, si vous touchez la cornée, il n'y a plus de clignement de l'œil. Donc, ce qui implique que le bulbe rachidien est responsable ou bien est le centre nerveux de ce mouvement. Mais est-ce que la flexion des pattes, ça disparaît? Non. Donc, cela signifie que donc, le bulbe rachidien n'est pas responsable de cela. Jeunes gens, si vous détruisez la moelle épinière et que vous touchez la cornée, il n'y a pas de réponse. Donc, on peut dire également que la moelle épinière donc, influence, donc impacte
sur la réalisation donc de ce mouvement. Donc, moelle épinière bi également dafay nekk donc centre nerveux bi. Mis à part cela également, quand vous faites le pincement, on n'a rien si vous utilisez la moelle épinière. Donc, ce qui laisse entrevoir bien évidemment que la moelle épinière également est le centre nerveux de ce réflexe. Maintenant, boulot l'USO également, on a demandé les centres, donc c'est ça qui nous permet de dire les centres. Et on a demandé également donc de dire les différents types de réflexes. Dans la mesure où nous avons dit que le réflexe était du bulbe rachidien, donc c'est la raison pour laquelle on a dit que le réflexe était un réflexe bulbaire. Maintenant, le bulbe rachidien appartenant à l'encéphale, c'est la raison pour laquelle également on a dit jeune gens de la terminale qu'il s'agit d'un réflexe encéphalique. La moelle épinière est impliquée, c'est la raison pour laquelle également on a dit que ce réflexe également était mellulaire. Maintenant, le fait également qu'il y ait des organes périphériques, parce que quand vous regardez les récepteurs, on va se rendre compte en réalité, jeunes gens de la terminale, que quand on prend la cornée, c'est les réflexes, les récepteurs sont extéroceptifs, d'accord? Mais quand on également donc pince au niveau de la peau, les réflexes également sont c'est-à-dire se trouvent à l'extérieur de l'organisme. Ce qui induit à dire également qu'on a des récepteurs en position externe. Par exemple, on a parlé maintenant de réflexes extéroceptifs. Maintenant, on va aller maintenant en B. Voilà. Maintenant, en B, bon, en B maintenant, on va commencer, mais certainement, je vous laisserai après le soin de continuer l'exercice. Un rat est placé dans une cage comportant des dispositifs schématisés par le document suivant. On a donc de l'ampoule. Mis à part cela également, on nous dit que une cloison qui sépare les deux cages en deux parties, donc grand A et grand B. Vous avez un petit trou ici. Ça permettra au rat, voilà, de changer de compartiment. Là, vous avez une caméra de télévision permettant à l'opérateur d'observer sans être vu. C'est normal parce qu'on n'a pas besoin d'un facteur externe. C'est bon. Vous avez un plancher électrifié et un plancher non électrifié. Voilà, maintenant, on lui dit première expérience. Lorsque le courant passe dans la partie électrifiée du plancher, c'est normal. Le rat se trouvant dans cette partie de la cage A dafay tëb ci cage B. Ah, boo nekkee ci benn sol boo xam ne day indi courant électrique kay da ngay tëb dem ci beneen boo xam ne ça n'induit pas de courant électrique. C'est bon? Mais non, on nous dit comment nomme-t-on la réaction de cet animal? Bien évidemment, c'est un comportement involontaire. C'est bon. Quelle est l'importance? Si l'animal reste dans un plancher électrifié, l'animal va mourir. Donc, c'est pour sa survie. C'est bon. Donc, ouais, donc les réflexes, donc ça aide, donc ça permet de protéger donc l'intégrité de ton organisme. C'est bon. Faites un schéma annoté montrant les différents trajets de l'influx. C'est normal. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre les différents éléments. Et quand je parle bien évidemment des différents éléments, c'est les récepteurs, c'est le conducteur nerveux sensitif. Mis à part ça, là également, c'est le centre nerveux, c'est le conducteur nerveux moteur. Mais également, après, vous avez ce qu'on appelle l'effecteur. Après, on va désigner. Ça marche que là. On le dit après, on recommence plusieurs fois la même expérience et on obtient toujours la même réaction. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait parlé de stéréotypé, d'accord? Donc, cela signifie que ça se déroulera de la même manière si vous faites donc là l'opération. Donc, c'est ça qu'on appelle. Donc, là, on dira que parmi les caractères, on dira que voilà. Donc, ce qu'on distingue ici, c'est le fait que le comportement soit stéréotypé. Donc, se déroule de la même manière, moment stéréotypé. Maintenant, bu ñu waxoon ne chaque individu, c'est-à-dire bu ñu jëlee n'importe quelle race, ça induit donc le même comportement. Donc, on dira dans ce cas-là que c'est spécifique. C'est bon. Maintenant, je vous dis également, si on avait dit que si on fait la stimulation, on a une réponse immédiate, dans ce cas-là, on dira que c'est automatique. Maintenant, si on vous dit que le rat ne peut pas éviter donc son comportement, donc sa réaction, jeune gens de la terminale, on dira tout simplement que c'est inéluctable. Ça marche là. Donc, lol, donc, il faut essayer de faire ça. Donc, première et deuxième expérience. Moi, ça me permet de savoir réellement si vous avez compris. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez un devoir également que vous devez préparer, vous pouvez envoyer un message donc, à Madame Traoré, voilà, qui me fera parvenir donc les messages. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous et bien de choses à vous.